Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. L'attention a été beaucoup plus soutenue le jour où on va leur raconter l'histoire du B-52 chargé d'armes nucléaires qui s'était écrasé près de Thulé au Groenland. On savait presque rien en fait de cette affaire, on ignorait tout de l'étendue des dégâts. Les informations fournies aux stagiaires mentionnaient seulement que la désintégration du bombardier avait contaminé une zone de 55 km². Donc imaginez ce que ça pouvait faire dans l'eau. Et bientôt, les hommes ont été prêts à démonter le sous-marin. Et vêtus de leur combinaison, ils vont travailler sur la maquette, derrière le lourd rideau de plastique vert. On connaît tous ces détails-là et petit à petit, ils vont se familiariser avec leur nouvelle tâche dans cet environnement inconnu. Il faut bien comprendre, c'est un entraînement à la fois militaire et quasiment spatial. En fait, comme quand on va dans l'espace, c'est-à-dire que chaque geste doit être répété comme des danseurs professionnels. C'est-à-dire qu'on doit même plus penser, ça doit être des réflexes. Et ça, jour après jour après jour. L'outil de travail réalisé par la CIA était incroyablement ressemblant à la vérité, hein, j'insiste là-dessus. Mais les dégâts, les dégâts au sous-marin avaient été reconstitués soigneusement par les équipes. On va expliquer aux hommes pourquoi il serait possible aussi de faire entrer le sous-marin dans la Moon Pool, même si elle ne mesurait que 60 mètres de long. Grâce aux photographies, la CIA savait que le sous-marin était en fait en un seul morceau. Et dans l'ensemble, la coque était intacte. Et 16 plongeurs, donc il serait décidé que 16 plongeurs participeraient à la mission. Et si tout se déroulait comme prévu, les parties vitales du sous-marin pourraient prendre place dans la Moon Pool. C'est-à-dire qu'on pense peut-être possible de découper le sous-marin après coup. On indique à l'équipage quels éléments, justement, devaient être récupérés. Il ne s'agit pas, bien sûr, de reprendre l'intégralité du sous-marin, parce qu'à la limite, le moteur, on s'en fiche. Début 1974, un homme d'équipage va manifester son intention de démissionner, tellement c'est compliqué, tellement c'est dur. Et selon lui, il était en plus immoral de voler le sous-marin soviétique, qu'il vaudrait mieux demander aux Russes de collaborer avec nous. Et on ne pouvait pas dans le même temps réaliser cette opération et envoyer Kissinger présider des pourparlers de paix dans le monde entier. Il pensait que c'était pas bien, que c'était mal, d'autant plus que des hommes étaient morts quand même dans la catastrophe et que donc c'était pas juste, si vous voulez. Imaginez un peu la stupeur quand même au niveau des équipes. 2 heures plus tard, ce personnage prend l'avion. Ses effets personnels lui ont été envoyés par coursier directement à l'aéroport. Il a été pourvu d'un billet d'avion, de son salaire. Il a été définitivement exclu de la mission secrète. Alors on se dit, celui-là il va mal finir. En fait non, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Certes, ce qui est sûr, c'est que il a promis de rien dévoiler, bien entendu, mais les agents de la CIA, sachez-le, n'ont jamais perdu sa trace et ont toujours constamment été en détection, c'est-à-dire à savoir s'il n'allait pas de son côté aller tout raconter aux Russes. Donc il n'est pas mort, il n'a pas été retrouvé au fond d'une rivière ou quoi que ce soit. L'ensemble des machines de l'Explorer ne pourrait donc être testé qu'en plein océan, au cours de la tentative de récupération. Et c'était là le principal sujet d'inquiétude des responsables, parce que on ne peut pas s'entraîner comme ça. Comment voulez-vous vous entraîner à soulever un sous-marin de 1500 tonnes? Donc il faut le faire dans les conditions. Et ça, c'est quand même le plus gros, le plus dur, le plus difficile de cette mission Azorian, qui est quand même assez incroyable. Au milieu du printemps, l'Explorer et la Péniche se rencontrent pour la première fois près de Catalina. C'est pas très loin de San Francisco. La Péniche a 2 raisons d'être: dissimuler le véhicule de récupération au satellite espion soviétique d'une part, et d'autre part, permettre son transfert dans la Moon Pool par-dessous l'Explorer. Il y avait des mois maintenant que tout était prêt. C'était une grande première. Encore une fois, j'insiste, je l'ai dit dans la première émission, jamais une telle opération n'avait été tentée. Imaginez un peu un immeuble de 60 étages couché sur le côté et flottant
en plein océan. Voilà ce que c'est l'Explorer. Supposez que les 20 étages du milieu forment une immense caverne qu'il est possible de fermer hermétiquement au moyen de 2 énormes portes coulissantes. Ensuite, vous faites flotter un palais des sports aussi grand qu'un terrain de foot et aussi haut qu'un immeuble de 10 étages. Vous assemblez à l'intérieur une structure d'acier de 55 mètres de long, 18 mètres de large, 8 mètres de haut, équipée d'hélices aux 2 extrémités, de projecteurs stroboscopiques et d'un enchevêtrement inextricable de tuyaux. Faites passer le palais des sports sous l'immeuble et maintenez-le en place au moyen de 2 gigantesques supports d'acier. Et grâce à un assemblage de tubes de 30 cm de diamètre, transférez la structure dans la caverne centrale de l'immeuble. Fermez les portes coulissantes, évacuez les dizaines de milliers de litres d'eau qui se sont accumulés évidemment dans la cavité au cours de l'opération. Réalisez tout ça en pleine mer, sans disposer de pièces de rechange, et vous aurez alors une idée de l'ampleur des difficultés techniques liées au transfert du véhicule de récupération dans la moonpool du Hughes Glomar Explorer. Voilà un peu le défi titanesque qui attend ces hommes. Le moment venu, la submersion de la péniche va poser des problèmes d'équilibre, évidemment. Du fait que les ballastes se trouvaient aux extrémités, la péniche pouvait très bien plonger plus rapidement d'un côté, et une fois l'équilibre rompu, alors là... rien n'aurait pu arrêter son élan, donc c'est très dangereux. Plusieurs fois d'ailleurs, au cours du remplissage des ballasts, elle a failli se retourner et couler, mais les ingénieurs de Lockheed et de la GMDI vont réussir en fin de compte à coordonner le remplissage et la submersion a finalement réussi à se dérouler comme prévu. Ce qui veut dire que le transfert de la plus grosse machine secrète jamais construite s'est déroulé sans le moindre accroc. D'ailleurs, le mot « pince » était un mot dangereux et la CIA a ordonné de ne jamais l'employer. Ce qu'il évoquait pouvait éveiller justement les soupçons d'auditeurs importuns. Le seul vocable qui était autorisé, c'était machine d'extraction, mais l'équipage a baptisé le véhicule de récupération Clémentine, en s'inspirant du premier couplet de la chanson Oh my darling Clementine, in a cavern, in a canyon, excavating for a mine, dwelt a miner 49er and his daughter Clementine. Je vous traduis pas, vous m'excuserez. Clémentine, pour sa part, a été quand même la cause de nombreuses inquiétudes, et on peut le comprendre, pendant les essais en mer, parce que sa masse, en fait, la rendait peu maniable. Vous avez compris que c'est des énormes pinces, c'est ça, en fait. C'est ça le truc. Et il arrivait qu'une vague imprévisible, par exemple, la projette violemment contre la coque du navire. C'est ça, ce système de récupération. Et comme la mission ne pouvait pas attendre, il faudrait pourtant bien qu'elle fonctionne. Un point, c'est tout. Ça, c'est le côté très anglo-saxon. C'est de toute façon, on n'a pas le choix. On doit y aller, donc on y va. Et on verra bien. Donc, comme je vous l'ai dit, le succès de la mission de l'Explorer repose sur des machines dont la taille et la complexité n'ont jamais été égalé. Aussi bien quelques semaines avant le départ, tous les problèmes n'avaient pas encore été résolus. Les essais ont révélé pas mal de défaillances mécaniques de toutes sortes, mais comme je vous le disais, donc qu'importe, de toute façon, il faut y aller. Et c'est malgré tout, certains avaient encore quand même des doutes sur les véritables objectifs de la mission. On avait beau leur assurer que l'Explorer allait effectivement repêcher un sous-marin soviétique, que ce que leur avait exposé la CIA était vrai, ils continuaient malgré tout à penser qu'ils allaient se rendre dans un endroit qu'on appelle le triangle des Bermudes, ou alors qu'ils partaient même à la guerre. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, les fake news, les complots, les théories de complot, etc. Ça date depuis toujours. Quand on ne sait pas, on commence à s'inventer, à se faire des films, parfois en technicolor. Alors, comme c'est la coutume sur les gros navires, la nourriture était bonne et abondante. Les 16 cuisiniers du bord, qui gagnaient 16 000 $ par an, travaillaient 24 heures sur 24. Ça, c'est quand même très important. J'ai interviewé le DRH de la Marine nationale. Et il me disait que dans un sous-marin, ou sur un bateau, c'est la même chose, mais encore plus dans un sous-marin, le poste le plus important, c'est même pas le cuisinier, c'est le boulanger. Et ça, c'est incroyable. Il fallait en France en tout cas, que le matin, l'odeur du pain chaud
puisse donner de la force, si vous voulez, donner le sourire aux marins. Et ça, c'est incroyable. J'avais été très surpris. Moi, je pensais que c'était au contraire le mec qui tirait les missiles, mais pas du tout. C'est le boulanger. C'est assez incroyable. Donc là, encore une fois, c'est très important. C'est pour ça que je vous ai mis ce passage. L'équipage disposait d'une salle de jeu, de pièces également, où il était possible de lire des revues, des livres, des journaux, de regarder la télé. Il y avait également une salle de cinéma, et la CIA a fait plusieurs fois projeter le film Deep Throat et d'autres films, même, vous avez compris, pornographiques, moins célèbres. Voilà. Faut dire les choses. Alors certaines distractions étaient quand même surprenantes, et avec l'accord de la CIA, on avait fait embarquer sur le navire des centaines de maquettes de modèles réduits en fait, de petits avions à construire soi-même, et après les avoir construits, les hommes montaient au sommet du derrick et ils les lançaient sous l'action du vent. Ils planaient souvent longtemps avant de s'abîmer dans la mer, et on a jeté comme ça pour $4000 de modèles réduits dans le Pacifique uniquement pour passer le temps. Vous voyez un peu à quoi s'amusaient les hommes. On dépense sans compter, comme on dit dans Jurassic Park. C'est assez incroyable. Mais quel sacrifice n'aurait-on pas accepté pour tenir en main des hommes qui travaillaient quand même quotidiennement 12 heures, 30 jours d'affilée, comme ça, 12 heures par jour et 30 jours d'affilée, et surtout dans le plus grand secret, vous l'imaginez bien. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.